Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Dans quelques jours, le Comité national d'éthique va rendre un avis très attendu sur la procréation médicalement assistée en répondant à la question « Faut-il ouvrir la PMA à toutes les femmes qui le souhaitent, notamment les couples homosexuels ?» Le comité va aussi se prononcer sur la possibilité de congeler et de conserver ces ovocytes pour convenance personnelle. Comment la société peut-elle répondre à ces demandes qui relevaient jusqu'à présent du domaine médical? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité. Professeur Jacques Milliez, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous avez été chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris jusqu'en 2012. Vous êtes auteur de nombreux romans et d'ouvrages scientifiques, notamment sur l'éthique médicale, et vous êtes aussi membre de l'Académie de médecine. C'est d'ailleurs en son nom que vous avez remis cette semaine un rapport sur l'autoconservation des ovocytes. De plus en plus de femmes aujourd'hui souhaitent accéder à cette technique pour des raisons de convenance personnelle. Il s'agit donc d'une demande de nature sociétale et pas médicale. Que vient faire l'Académie de médecine dans ce débat? Alors d'abord, ce rapport que j'ai présenté effectivement à l'Académie de médecine le mardi 13 juin s'intitulait « Conservation des ovocytes » au sens large. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties. Une partie qu'on va dire consensuelle, qu'on ne va pas évoquer, ou qu'on ne va pas développer, qui concerne la conservation des ovocytes pour les femmes qui sont malades et qui vont avoir un traitement délétère pour leurs ovaires, c'est-à-dire elles ont un cancer, on leur donne la chimiothérapie, donc on conserve les ovocytes, ça s'appelle préservation de la fertilité, puis le don d'ovocytes, ça on ne va pas en parler. Et la deuxième partie qui est en discussion, c'est effectivement ce qu'on a appelé l'autoconservation des ovocytes, c'est-à-dire la possibilité pour ces femmes qui demandent, quand elles ont un âge jeune, pour une grossesse en tout cas, 33, 34 ans, demandent à conserver leurs ovocytes pour le cas où plus tard, quand elles auront 39 ou 40 ans, si elles avaient des difficultés à devenir enceintes. Alors, on va détailler tout ça dans une seconde, mais on le voit bien qu'il s'agit là d'une évolution de la société ou de la demande sociétale. Or, l'Académie de médecine est là pour dire la médecine, pas accompagner les évolutions de société. Pas du tout. Pas du tout, parce que ce dont il s'agit, c'est pas du tout... Alors, on m'a aussi objecté que, mais ce sont des indications de contenance, pourquoi pas de caprice? Pas du tout. C'est toute l'argumentaire a consisté à démontrer, et je ne suis pas le seul, hein, déjà le Collège national des gynécologues obstétriciens avait utilisé cette voie de persuasion, c'est qu'il s'agit d'une démarche médicale de prévention de la baisse de la fertilité ou de l'infertilité liée à l'avancée en âge et à la baisse physiologique de la fonction ovarienne. C'est une démarche médicale de prévention. Alors, on va en parler. Juste une petite précision. Voilà des années que ce sujet est sur la table, hein, presque 10 ans aujourd'hui. Or, à une semaine d'intervalle, vous rendez un avis. Le comité d'éthique va en rendre un la semaine prochaine. Qu'est-ce qui suscite cet emballement soudain ? Alors d'abord, la coïncidence est une coïncidence. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout prémédité de faire paraître le rapport une semaine avant le comité d'éthique. C'est parce qu'il faut du temps pour que, à travers les différentes structures de l'Académie, un projet de rapport aboutisse. Et ça aboutit là, par coïncidence, encore une fois. Il n'y a pas eu de compétition entre vous? Ah, sûrement pas, non. Non, non, pas du tout. Non, je vous assure que non. Moi, je ne sais même pas ce que va décider le comité d'éthique national, je ne sais pas. Et eux-mêmes ne sont pas venus espionner ce qu'on faisait. Non, non. Alors aujourd'hui, l'autoconservation des ovocytes est possible par la loi dans un cadre strictement médical. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grands principes de ce cadre? Le cadre médical était que, à partir de la loi de bioéthique de 2011, l'autoconservation a été une sorte d'accident. C'est-à-dire que la loi de bioéthique visait prioritairement à améliorer l'accès aux dons d'ovocytes. Et la loi de bioéthique de 2011 dit les femmes qui n'ont pas encore d'enfants peuvent maintenant donner leurs ovocytes. Alors que jusque-là, c'était seules les femmes qui avaient déjà procréé, dit la loi, ce qui est un mot terme, mais qui étaient déjà des enfants, étaient seules habilitées à donner leurs ovocytes. Et donc là, c'était les femmes qui, à partir de 18 ans, même si elles n'avaient pas d'enfants, pouvaient donner leurs ovocytes. Et alors, à ce moment-là, à la fois pour servir d'appât, quelque sorte, mais aussi, si on veut être
indulgent avec le législateur, on va dire servir de sauvegarde, la loi a autorisé ces femmes qui donnaient leurs ovocytes à conserver une partie des ovocytes pour elles-mêmes, pour le cas où plus tard elles en auraient besoin. Donc, le législateur a dit, mais on prélève les ovocytes à des femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça va pénaliser leur future grossesse, fertilité? Donc, on leur permet de garder les ovocytes. Mais aujourd'hui, l'autoconservation est possible pour des femmes qui ont une maladie qui peut altérer leur fertilité ou un traitement, chimiothérapie par exemple, ou radiothérapie, qui risque de les rendre fertiles. C'est le cadre médical d'aujourd'hui. Alors, c'est ce que je disais pour commencer. En fait, les termes sont évidents, peuvent prêter à confusion, mais ce n'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle la préservation de la fertilité, qui est la conservation et la vitrification maintenant des ovocytes pour ces femmes qui sont malades et qui vont avoir un traitement, pas forcément d'ailleurs des maladies cancéreuses, il y a des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde qui peuvent exiger des traitements qui sont qu'on appelle gonadotoxiques, c'est-à-dire qui vont détruire les gonades. Eh bien ça existe depuis longtemps. Et ça, c'est un cadre très particulier que personne ne discute, que personne ne conteste. Et maintenant, vient s'ajouter l'autoconservation. Alors, restons oui. 3 secondes sur ce cadre oui. d'autoconservation tel que la loi l'a prévu. Il s'agit donc de femmes qui ont une maladie ou qui vont développer une potentiellement grave pour leur fertilité. Jusqu'à quel âge peuvent-elles avoir accès à l'autoconservation? Alors, encore une fois, c'est pas le bon terme. L'autoconservation, c'est nous qui l'avons inventé, si je puis dire nous, les médecins ou les personnes qui sont intéressées à la conservation d'intérêts personnels. Jusque-là, ça s'appelle conservation à des fins autologues. Le terme exact, réglementaire, c'est autologue, c'est pas l'autoconservation. Et on différencie les deux termes justement pour distinguer les deux démarches. Il y en a une qui est fondée sur des indications médicales non discutées et l'autre qui est en débat. Mais ça, l'autoconservation, on le garde pour la deuxième partie. Et ça, c'est une fertilité, préservation autologue de la fertilité. Et là, ce sont des femmes qui... Alors, il n'y a pas de limite d'âge en dessous. C'est-à-dire que pour donner les ovocytes, et on verra pour l'autoconservation, des raisons personnelles, il faut être majeur. Là, à partir du moment où ce sont des femmes qui sont malades, ce sont quelquefois des adolescentes qui sont malades. Et elles peuvent être malades à 15 ans, 14 ans. Elles ont une maladie de Hodgkin. On prélève leurs ovocytes et on les conserve. Et on va utiliser ces ovocytes en fécondation in vitro quand elles sont guéries. Et quand elles pourront avoir une grossesse. On peut par exemple les conserver très longtemps? On peut les conserver très longtemps. Et en théorie, on peut les conserver jusqu'à la limite de... Alors, il faut être précis là-dessus. D'abord, il y a une limite inférieure, une limite supérieure. Continuons un peu sur la limite inférieure. Il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que chez ces femmes qui sont malades ou qui étaient malades, la méthode prioritaire, c'était la conservation du tissu ovarien. Ce n'était pas les ovocytes. Les ovocytes, on arrive à les vitrifier et les conserver comme ça, longtemps, depuis 2011. Mais pas avant. C'est autorisé en France depuis 2011. Avant, c'était la conservation du tissu ovarien. Et il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'on a 12 ans, 11 ans. Et ce qui est très particulier, c'est que pour la première fois, en 2016, l'an dernier, est né une enfant, ou un enfant, dont la mère avait été malade quand elle avait 9 ans. Elle avait une thalassémie, elle était traitée à Londres. On lui a fait un traitement aplasiant. Il a fallu une greffe de moelle sanguine et on a prélevé son tissu ovarien quand elle avait 9 ans, prépubère. Ensuite, 10 ans plus tard, on l'a greffé à côté des ovaires, ce tissu, et elle a été enceinte, ce qui est absolument stupéfiant. Enfin, c'est la première fois qu'on avait un enfant né de tissu prépubère. Donc il n'y a pas de limite inférieure. La limite supérieure, en 2 mots, il n'y a pas non plus de limite supérieure. Ce que dit la loi française, c'est qu'on peut avoir accès à l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, tant qu'on est en âge de procréer. Et en âge de procréer, ça ne veut rien dire. En France, il faut quand même le dire, la limite d'âge de procréer, c'est la ménopause. Tout le monde comprend que c'est l'âge de la ménopause. Et il n'y a pas chez nous, en France, de grossesse induite après la ménopause. Alors, venons-en maintenant à l'autoconservation. Les médecins sont de plus en plus confrontés à des demandes d'ordre sociétal. Alors, quel est le profil de ces femmes aujourd'hui qui souhaitent congeler leurs embryons, conserver leurs embryons pour un usage ultérieur? Alors, je récuse 2 termes. D'abord, celui d'indication sociétale, ce n'est pas une indication sociétale. C'est une indication médicale
ce sont des femmes qui ont la lucidité de comprendre, quand on leur a expliqué peut-être, ou d'elles-mêmes, qu'elles atteignent un âge à partir duquel leur fertilité va diminuer rapidement. 35 ans. Après 35 ans, la fertilité naturelle diminue rapidement. On dit 44% après 35 ans, oui. Elle était de 75 avant. C'est ça. Mais après 35 ans, elle diminue très rapidement. Et à 40 ans, elle devient négligeable pratiquement. Et donc, ces femmes expliquent qu'elles n'ont pas de projet immédiat de grossesse, et le plus souvent parce qu'elles n'ont pas de partenaire avec lequel elles voudraient avoir un enfant. Elles n'ont pas de couple stable. Et donc elles disent, moi à l'avenir, si je veux être enceinte, je ne sais pas quand, mais admettons que j'arrive à 39-40 ans et que j'ai des difficultés à être enceinte, si je viens avec mes ovocytes, eh ben, on ne va pas vous dire, madame, c'était de la convenance. On va vous dire bravo, merci. Vous avez vos propres ovocytes, ce qui fait que les chances de grossesse sont extrêmement supérieures à ce que vous auriez avec vos ovocytes de 40 ans. Et surtout, vous épargnez le pool du don d'ovocytes. On n'est pas obligé, pour avoir une grossesse, de prélever, ce qui est très rare, c'est les ovocytes pour le don. Merci beaucoup. Mais c'est les femmes qui sont lucides. Et je récuse encore le fait que ce n'est pas de la convenance, c'est une démarche médicale de prévention de l'infertilité liée à l'âge. On a parlé de convenance personnelle parce que souvent on pense que ces femmes veulent accomplir leur carrière professionnelle avant d'avoir un projet de maternité. Est-ce que cette demande est tout à fait minoritaire quand vous regardez l'ensemble des demandes de ces femmes? Cette demande est minoritaire. Cette demande est minoritaire. Ce n'est pas le cas. Et l'idée est venue en fait des exemples des pays étrangers, notamment des États-Unis, où là, les carrières des femmes sont extrêmement contraintes, si on peut dire, et elles n'ont pas le droit d'être enceintes. En Europe, ce n'est pas du tout la même chose. En Europe, il y a au contraire une très grande protection de la maternité et des jeunes enfants, si bien que les femmes n'hésitent pas à avoir des grossesses. Et ce n'est pas la raison qui leur font retarder l'âge de leur grossesse, de leur possibilité, c'est qu'elles n'ont pas de partenaire. Donc, le souhait, ça existe, le souhait de s'épanouir dans une carrière, d'aller jusqu'au bout des possibilités professionnelles, ça existe, c'est une demande, mais ce n'est pas du tout la majorité. La demande principale, c'est l'absence de partenaire au moment où elles font cette démarche. Oui, et je précise même, puisqu'on parle de ça, c'est qu'ensuite, pour utiliser ces ovocytes, elles vont demander à les utiliser en général autour de 39-40 ans, d'après ce qu'on connaît des expériences étrangères. Et en France, ce que nous demandons, c'est que ces ovocytes ne soient replacés que dans le cadre d'une AMP, c'est-à-dire c'est un couple stable et dont la stérilité ou la difficulté à être enceinte pour la femme est prouvée. Donc comme dans une AMP ordinaire. Donc ce n'est pas une facilité particulière, ce sont vraiment des femmes qui ont des difficultés à 39-40 ans à être enceintes, qui utilisent leurs ovocytes à elles. Alors, oublions le mot de convenance, oui. Mais on peut peut-être rappeler que cette démarche est à l'aboutissement d'un parcours médical qui est plutôt fastidieux. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots? Le parcours médical est fastidieux, c'est-à-dire que pour toute AMP, il faut subir ce qu'on appelle une hyperstimulation ovarienne, c'est-à-dire d'abord des tests hormonaux et des échographies, et puis ensuite des injections d'équivalents hormonaux qui vont stimuler la production des ovocytes, des follicules et des ovocytes. C'est une épreuve, c'est vraiment pas simple. Alors quand les femmes font ça parce qu'elles sont stériles et qu'elles font ça dans le cadre d'une fécondation in vitro, elles l'acceptent, les malheureuses. Elles l'acceptent, c'est pénible, hein, mais elles le font parce qu'elles ont un objectif très précis, et c'est une fois, 2 fois, 3 fois, éventuellement 4 fois. Mais pas au-delà de 4 fois, c'est en tout cas pas pris en charge par l'assurance maladie. Et là, c'est la même chose. C'est une démarche qui est de toute façon pénible. Ce n'est pas une partie de plaisir que de recueillir ces ovocytes, quel qu'en soit l'objectif. Alors, aujourd'hui, ces femmes se rendent à l'étranger, dans des pays voisins, en Belgique, en Espagne, et vous dites dans votre rapport que la demande, ou en tout cas ces départs à l'étranger, la demande explose. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ? Alors, on a très peu d'informations sur le nombre de femmes qui, de France, vont à l'étranger pour faire cette démarche. On ne sait pas. On les connaît par centre et quelques centres, parce que les centres sont ne tiennent pas à ces statistiques. Les pays qui sont sollicités, c'est ce que vous avez dit, de plus en plus, par exemple la République tchèque, parce que c'est du low cost, mais c'est aussi du moins bon contrôle médical. Donc il y a un risque, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que, argument supplémentaire pour le faire en France. Maintenant, le nombre, on ne sait pas, ça a explosé dans l'exemple que j'ai pris dans le rapport, qui est à Barcelone, qui est un des grands centres. Qui communique beaucoup d'ailleurs. Qui communique beaucoup. Sur le sujet. Mais il communique, mais il ne publie pas beaucoup. Ce qui publie, c'est le groupe de Valence.
c'est un peu différent, où il y a des publications scientifiques qui nous permettent de raisonner correctement. Barcelone y communique, et là, dans un de leurs colloques, on a vu qu'il y avait effectivement plus 60%, et un grand nombre de Françaises d'ailleurs, et des femmes médecins. Vous le disiez tout à l'heure, la loi de bioéthique de 2011 autorise depuis 2015 des dates des décrets d'application à une femme à conserver ses ovocytes pour les utiliser plus tard. Mais vous dites dans ce rapport que cette loi-là n'est absolument pas applicable. Alors, la loi de bioéthique a été promulguée en 7 juillet 2011. Et on a attendu 4 ans et demi, octobre 2015 puis décembre 2015, pour avoir d'abord le décret d'application et ensuite l'arrêté qui provenait du ministère des Affaires sociales. Et malgré tout ce temps, la loi n'est pas applicable. Alors, c'est seulement en décembre 2015 qu'on a compris comment se répartiraient les ovocytes entre ce qui allait pour le don et ce qui allait pour l'autoconservation. Je rappelle qu'on ne peut autoconserver qu'à la condition de donner. Et c'est comme, pas de don, pas d'autoconservation. C'est clair. Or, alors c'est ça le point important qu'il faut faire comprendre, c'est que si on veut offrir des chances, des bonnes chances de grossesse, et j'insiste sur le fait que ces chances, c'est jamais des garanties. On ne dit jamais aux femmes, vous donnez vos ovocytes, vous aurez une grossesse à 40 ans. Sûrement pas. On leur dit, les meilleures chances, c'est de recueillir entre 15 et 20 ovocytes pour avoir une grossesse plus tard. Si on couple obligatoirement le don d'ovocytes avec l'autoconservation, on double en même temps le nombre d'ovocytes nécessaires, on passe à 30 et 40. Or, autant on peut avoir 15-20 ovocytes en un seul cycle chez une femme qui est jeune, qui n'est pas stérile, qui est en bonne santé, autant on ne peut jamais avoir 40 ovocytes. Vous dites même éthiquement, médicalement, c'est contestable et c'est même une forme de chantage qu'on exerce chez ces femmes. Oui, parce que telle que la loi est conçue, ou les décrets d'application ont été édictés, c'est-à-dire qu'un couplage obligatoire du don avec l'autoconservation, les femmes ne peuvent autoconserver que si elles donnent. Or, le décret d'application favorise énormément le don, c'est-à-dire que la majorité des ovocytes vont pour le don, et ce qui reste va pour la femme qui souhaite autoconserver. Mais il n'y a jamais assez d'ovocytes pour qu'elle puisse autoconserver. Et donc la seule façon de lui donner suffisamment d'ovocytes, il y a deux façons de faire. Une façon, c'est de dire, écoutez, vous aurez cette fois-ci 5 ovocytes, donc refaites une fois, 2 fois l'hyperstimulation. Et ça, c'est ça qui n'est pas éthique, parce qu'à chaque hyperstimulation, il y a des risques de complications qui ne sont pas considérables. Mais si on peut, en découplant l'autoconservation du don, recueillir, et pour l'une et pour l'autre, 15 à 20 ovocytes à chaque fois, c'est inutile de multiplier les cycles, et donc de multiplier les risques de complications. Et c'est ça qui n'est pas éthique. Et c'est ça qui est contre la déontologie médicale. Quand il y a un risque évitable, on l'évite. Alors, vous avez cité les arguments en faveur de l'autoconservation, la prise de position de l'Académie de médecine, mais est-ce qu'il n'y a pas là un risque de médicaliser finalement la procréation qui aurait pu se dérouler normalement? Alors, d'abord, depuis 1978, Edward Steptoe, la procréation est médicalisée. C'est eux qui ont inventé la fécondation in vitro. Et depuis la naissance de Louis Brown, à Londres, la médecine de reproduction est médicalisée. Et ce n'est pas ce petit supplément de conservation des ovocytes qui accentue cette médicalisation. Il répondait à des questions médicales, purement médicales. Depuis le début, j'ai essayé de vous convaincre que c'est une indication médicale de prévention de l'infertilité. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est précisément parce que la grossesse ne se fera pas spontanément et naturellement qu'il y a cette autoconservation. Parce que les femmes ne peuvent pas être enceintes parce qu'elles n'ont pas de partenaire, et ensuite parce que l'âge a avancé. Donc c'est vraiment des indications médicales. La conservation autologue est prise en charge par l'assurance maladie? Non. Pas prise en charge par l'assurance maladie? Non, c'est la conservation pour la fertilité autologue, mais pas l'autoconservation. Oui, pardon, la fertilité autologue pour la maladie, mais le don d'ovocytes aussi, pris en charge par l'assurance maladie. D'accord, donc quand une femme a une maladie ou un traitement qui risque de la rendre fertile, c'est pris en charge. Oui. Ça ne sera pas le cas si cette mesure que vous préconisez est adoptée pour l'ensemble des femmes qui souhaitent avoir recours à l'autoconservation. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a en tout cas un point particulier, c'est que la loi ne précise pas actuellement, quand il y a autoconservation même couplée au don, la loi ne dit pas qui finance.
Donc en pratique, qui finance? Eh bien, ce sont les sécos. C'est-à-dire qu'une femme se présente en disant « je viens donner mes ovocytes », elle donne, et une partie des ovocytes est conservée dans les sécos. Mais vous, par exemple, en tant que rapporteur, est-ce que vous êtes favorable au remboursement pour toutes de cette technique? J'y viens. Mais en tant que rapporteur, je dois donner l'avis de l'Académie. D'abord, il y a un point très particulier, que vous avez remarqué sûrement, c'est qu'à partir du moment où l'autoconservation est financée par les sécos, c'est une gratification de quelques milliers d'euros pour les femmes qui donnent leurs ovocytes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gratuité du don d'ovocytes. Il n'y a plus de gratuité du don de gamètes si on fait un cadeau de 1000, 2000, 3000 euros aux femmes qui donnent et qui autoconservent. Donc ça, c'est un point éthique qui est important et que le comité d'éthique devra souligner, j'espère. Le deuxième point, c'est que dans le groupe, nous étions favorables, parce que c'est comme ça que ça se fait à l'étranger, puis que ça nous paraissait le plus simple, que ce soit les femmes elles-mêmes qui financent. Parce que ça paraissait difficile de demander d'emblée à l'assurance maladie de rembourser, de prendre en charge cette démarche. Et au sein de l'Académie, certaines personnes influentes étaient contre. Et nous, on pensait... Et par contre, il y a des orateurs qui sont venus intervenir dans le groupe, nous expliquer, et un certain nombre étaient pour la prise en charge par l'assurance maladie, y compris un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle M. Étienne Cagnard, qui est l'ancien président des mutualités françaises et qui nous a dit « Nous, les mutuelles, ça nous intéresse beaucoup ». Certains géants du net, Apple, Google, proposent aujourd'hui à leurs salariés, à leurs femmes salariées qui le souhaitent, de prendre en charge cette autoconservation. Est-ce qu'il n'y a pas là le début d'une forme de pression professionnelle? Aujourd'hui, elle est positive. Demain, elle pourrait devenir coercitive. Absolument. Vous avez raison, mais ça, c'est un modèle que jamais nous ne suivrons. Première chose, j'ai pendant 1 an essayé de contacter Google France. J'ai jamais eu de réponse. La réponse qui m'a été donnée in fine, c'est la société ne souhaite pas communiquer sur ce sujet. Donc je ne sais pas. Maintenant, en France, la question ne se pose pas. Cette crainte n'a pas lieu d'être en France? Non, sûrement pas. Sûrement pas, parce que... vous verrez que dans les recommandations du rapport, il y a une phrase qui dit « Les médecins qui sont chargés de la procédure doivent s'assurer que les femmes demandent sans aucune pression d'ordre professionnel ou autre ». Donc on met en garde contre ça. Et par ailleurs, le rapport recommande fortement une information exhaustive et obligatoire, y compris mettant en garde contre les risques de pression. Mais en France, il n'y a pas ce risque. Alors, on verra dans quelques jours si le comité d'éthique suit votre proposition. Il doit aussi rendre un avis très attendu, lui aussi, sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou en couple. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. L'Académie de médecine ne s'est pas encore prononcée sur l'ouverture de la PMA. C'est donc en votre nom personnel que vous allez vous exprimer maintenant. En mars 2013, 130 médecins ont signé un manifeste pour permettre aux femmes seules ou en couple de recourir à la PMA. Êtes-vous d'accord avec eux? Je ne me fie pas beaucoup sur les manifestations de groupe pour me forger une opinion. D'abord, encore une fois, vous avez raison de dire que l'Académie ne se prononce pas là-dessus, et donc ce n'est pas du tout l'Académie qui est en cause, c'est mon opinion personnelle. Personnellement, oui, je suis favorable à ce qu'on puisse étendre l'AMP aux dons de sperme, aux femmes célibataires et aux couples homosexuels. J'ai accouché, à plusieurs reprises, des femmes qui vivaient en couple, tantôt l'une, tantôt l'autre. Je peux vous dire que c'était extrêmement heureux. Bon, il ne faut pas être hypocrite. Actuellement, ça se fait. Ça se fait à l'étranger. Il suffit d'aller en Belgique. Ça se fait chez nous. Et bon, ce n'est pas une raison suffisante, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'à partir d'un certain moment, de certain âge, des techniques médicales innovantes, le public veut se les approprier. Et c'est normal. Le public se dit, mais pourquoi est-ce que ce serait l'exclusivité des docteurs, des médecins de décider pour nous ? Non, on veut décider pour nous, on veut avoir accès. Je suis célibataire, je veux un enfant. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir accès aux dons de sperme? Mais avec ce genre d'argument qui consiste à dire elles vont le faire à l'étranger, donc on est obligé de répondre à cette demande, est-ce qu'on ne va pas justement mettre à mal le principe même qui fonde l'éthique médicale, qui n'est pas là pour répondre à des demandes personnelles, mais qui est là pour défendre finalement la société contre des mises en cause de cette éthique? Alors, est-ce que le fait de permettre à des femmes seules
ou du couple homosexuel d'avoir des enfants avec un don de sperme parce que ça met à mal la société. Franchement, moi, ça ne me met pas à mal et je fais partie de la société. Non, sûrement pas. Il n'y a aucune raison. Par contre, d'abord, il y a beaucoup de procédures qui existent à l'étranger et qui ne sont pas acceptées chez nous pour des raisons de coq gaulois, si je veux dire, culturellement, l'exception culturelle, c'est le mot que je cherchais. En fait, ce n'est pas justifié. On parlera une autre fois, par exemple, de la gestation pour autrui. Ça existe en Angleterre depuis 1983, il n'y a aucun problème. Mais nous, on ne peut pas, d'accord. Donc ce n'est pas parce que c'est à l'étranger qu'on doit l'adopter chez nous, ça c'est sûr. Cet argument-là est souvent avancé. Il faut se mettre en adéquation avec ce qui se passe à l'étranger. Non, il n'y a pas de raison, mais d'un autre côté, il faut comprendre pourquoi ça serait un argument chez nous. Or, vous l'avez très bien dit, je ne vois pas pourquoi le fait que des femmes célibataires puissent avoir accès à la grossesse via un don de sperme, ce soit choquant pour la société. Ça choquera peut-être quelques personnes, mais la société elle-même ne sera pas choquée. La société le demande. Actuellement, il y a une majorité qui doit être autour de 60% dans l'opinion pour demander que les femmes célibataires puissent bénéficier d'un don de sperme. La seule question, y aura-t-il assez de donneurs? Ça, c'est la question. Il y a déjà une pénurie des donneurs de sperme, donc il faudra adapter, sans ouvrir trop largement. Il faudra aussi se méfier qu'il ne puisse pas y avoir des pratiques sauvages, c'est-à-dire commander par Internet des paillettes, parce que là, c'est une catastrophe. On ne connaît pas la qualité du sperme, on ne sait pas son efficacité, puis on ne sait pas sa sécurité sanitaire. Donc il faut que ce soit très encadré. Certainement, oui. Le professeur René Friedman, qui est le père du premier bébé éprouvette français, et avec Jacques Testard, qui était à l'origine de ce manifeste, affirme que la PMA est là pour répondre, je le cite, à un désir d'enfant tenace, profond et viscéral. Oui. Est-ce que le médecin est un régulateur de désir? Non, c'est une bonne remarque, mais par contre, le médecin est le témoin de ce désir que je vais dire, et on m'a reproché de l'appeler irrépressible, mais très profond de grossesse chez les femmes. C'est vraiment quelque chose de très très profond contre lesquels on a beaucoup de mal à se placer. Je ne dirais pas s'opposer, mais se placer. C'est vraiment quelque chose de très très fort, et ça c'est un sentiment que je partage, à la fois pour ce qui concerne le don de sperme, et encore une fois on en parlera, mais ce qui peut choquer le plus, c'est la gestation pour autrui. Alors juste avant d'en parler de la gestation pour autrui, qu'est-ce qu'on fait pour les hommes? Parce que là, on a parlé des couples de femmes qui pourraient avoir accès à la PMA, en tout cas si on suit vos intentions, votre souhait. Qu'est-ce qu'il en est pour les hommes qui, eux, peuvent aussi réclamer légitimement d'avoir accès à une forme de procréation médicament assistée qui posera de facto le problème de la gestation pour autrui? Voilà, alors réglons d'abord la question de la GPA, on parlera ensuite des couples homosexuels masculins. Il y a des nuances quand même. A priori, comme ça, moi, je ne serais pas disposé à facilement accepter pour les masculins. Mais je sais que ça se fait. Ça se fait dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, ça se fait. Mais encore une fois, réglons d'abord la question de la gestation pour autrui et en priorité la question des enfants issus de gestation pour autrui faite à l'étranger qui pour l'instant ne sont toujours pas inscrits au registre de l'état civil, et ça c'est pas normal, que les enfants payent pour la façon dont ils ont été conçus. Demain, vous êtes confronté à un couple homosexuel qui voit que les femmes homosexuelles ont accès à la PMA. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, eux qui n'ont pas le droit à accès? Il y a une forme de discrimination dans ce sens. C'est pas demain, mais ça fait 40 ans que j'ai reçu comme ça des homosexuels qui disent on voudrait avoir un enfant, et je leur ferai cette réponse-là. Ou bien attendez que la gestation pour autrui soit légalisée en France, ou bien allez à l'étranger. Il y a des pays, en Angleterre par exemple, c'est possible. Donc allez en Angleterre ou allez ailleurs. Mais en France, pour l'instant, c'est pas possible. Donc PMA, oui pour les femmes. La gestation actuellement, oui. Actuellement, la gestation pour autrui. Moi, je serais pour. Je serais pour. Dans un premier temps pour les femmes et peut-être... à partir du moment où il y a une gestation pour autrui, elle peut être pour tout le monde. Alors je vous dirai peut-être un autre jour pourquoi je suis pour après avoir été contre. C'est que dans mon expérience de médecin, j'ai rencontré des femmes ou des couples pour qui il n'y avait pas d'autre solution. Une première fois, mais en 2 mots si je peux, une femme qui, non mais je vais aller vite, qui avait eu une hystérectomie d'hémostase, qui ne pouvait plus avoir d'enfant, qui m'a envoyé 2 ans après un faire-part de naissance d'un nourrisson, d'un nouveau-né qui ne pouvait pas être adopté. Alors je connaissais la famille, je me suis dit, si cette famille a pu changer d'avis et accepter la GPA, pourquoi moi je ne changerais pas d'avis? Et le second exemple,
des jeunes superbes, des jeunes gentils comme tout, beaux, et la petite avait une absence d'utérus congénitale. Donc on l'a opérée, elle a eu une vie sexuelle normale, et ils sont venus voir après en disant « on voudrait un enfant ». Je lui ai dit très bien, mais c'est la gestation pour autrui, je leur ai donné les adresses. Ils sont revenus me voir un mois après en disant on peut pas, on n'a pas d'argent. 60% des Français sont, vous le rappeliez tout à l'heure, globalement favorables à la procréation médicalement assistée ouverte dans de nouvelles conditions. Ça veut dire qu'il y a quand même 38% à 40% qui sont contre. L'opinion est donc assez partagée sur le sujet. Oui. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de trancher dans ce débat ? Ce serait bien de le faire, mais encore une fois, j'ai beaucoup de réticence à heurter les convictions qui ne sont pas les miennes, et ces convictions qui sont posées sont très respectables et sont profondes. Il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. On ne peut pas imposer comme ça des choses, mais d'un autre côté, il y a le verdict de la majorité des opinions. Si l'opinion est majoritairement favorable, et en pratique ça veut dire le législateur, hein, ce sont les députés qui vont voter la loi. Si eux sont favorables à ça, alors il faudra l'adopter. Je vous rappelle que la dernière loi de bioéthique, la Commission des affaires sociales du Sénat était en faveur de la GPA. Et pourtant, la loi n'a pas été votée. Idéalement, qu'est-ce que vous attendez comme avis du comité d'éthique sur l'histoire de l'ouverture de la PMA ? Quel serait pour vous un bon avis ? Un bon avis serait qu'on autorise l'autoconservation, donc pour préserver la fertilité en fonction de l'âge, qu'on autorise l'utilisation du sperme, le don de sperme pour les femmes célibataires, et que pour la GPA, il y ait un avis équilibré, en disant il y a le pour, il y a le contre, plus d'informations dans l'opinion. C'est ça que j'attendrai. Je ne vois pas très bien le comité d'éthique comme ça dire... Ce serait pour moi une bonne surprise, mais étant réaliste, je l'attends peu, allons vers la gestation pour autrui. Je crois qu'il y a malgré tout une différence de l'opinion entre l'acceptation du don de sperme et la gestation pour autrui. À quel élément vous l'attribuez, cette différence d'appréciation ? Je pense que la gestation pour autrui heurte quand même beaucoup plus... Sur la marchandisation du corps humain ? Oui, c'est l'argument invoqué, alors que c'est faux. Enfin, c'est faux, j'entends. Il peut y avoir une marchandisation, mais d'une part, allons en Angleterre et voyons comment ça se passe. Puis 1983, la GPA, il n'y a jamais eu une dérive. Les femmes ne sont pas payées, elles sont indemnisées, défrayées de leurs frais. Faisons en France la même chose. Et l'autre aspect, c'est que l'Académie de médecine s'est prononcée il y a 5-6 ans sur la question de la GPA. Il y a eu un très grand débat et un groupe comme celui-ci, et nous avons entendu des femmes qui avaient... des Françaises qui avaient accepté la GPA d'être porteuses, mères porteuses, et elles nous ont expliqué que c'était une démarche altruiste et qu'à aucun moment elles ne voulaient de l'argent, mais elles avaient éprouvé elles-mêmes un tel bonheur à mettre au monde, enfin à avoir un enfant, que de le donner à quelqu'un d'autre, c'était une motivation suffisante. Et il y avait même une jeune femme là-dedans, et je termine par là, qui avait été mère porteuse, qui avait accouché, une hémorragie de délivrance, qui avait dû avoir une hystérectomie d'hémostase. Et alors, elle avait déjà des enfants. Mais elle a dit, bah, écoutez, si je veux une nouvelle grossesse, je ferai une GPA. Vous voyez que c'était une façon extrêmement équilibrée de voir les choses. Professeur Midiès, merci pour cet éclairage. Vous viendrez nous reparler de la GPA quand le sujet sera d'actualité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.